Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est d'actualité. C'est comment faire pour condamner quelqu'un en justice, condamner quelqu'un dans l'opinion, même par rapport à vous-même. Comme vous l'avez remarqué dans les réseaux sociaux, il suffit qu'une information sorte pour que celui qui parle le premier soit considéré comme ayant une raison. N'est-ce pas? Et vous avez même remarqué que certaines entités, comme l'Inspection générale des finances, l'IGF, même la Cour des comptes, passent par les réseaux sociaux pour passer le message. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments d'indélicatesse dans ce qui se passe. Il y a même dans d'autres structures. Déjà, il faut que les gens se calment lorsqu'il faudra donner une opinion ou juger quelqu'un. Le premier qui vient accuser n'a pas nécessairement raison. Comme dans nos maisons, un enfant qui vient, qui dit tel a fait ceci, la première chose, rappelez-vous, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Posez la question à celui qui a été mis en cause. C'est ce qu'on appelle droit de la défense. Et lorsque quelqu'un vient, où il y a une information qui sort, ce n'est pas le jugement de valeur qui est important. Mais quels sont les faits? Les journalistes parlent de leurs questions fondamentales que vous connaissez. Les historiens parlent de la critique historique. Les juristes parleront de preuves. Les ingénieurs parleront de données, n'est-ce pas? Même les économistes de statistiques. Donc on ne peut pas, dans ce pays, c'est très courant, vous allez remarquer, il suffit qu'une information sorte. Exemple, on a quelqu'un qui est accusé de détournement, à tort ou à raison. Il suffit qu'il y ait un mandat de comparution, donc une convocation au parquet ou à la police, pour que d'office, la personne soit considérée comme condamnée. Est-ce que c'est normal? Je me suis toujours posé la question, mettez-vous à la place de cette personne-là. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez fait quelque chose, vrai ou fausse. Mais on vous demande de venir comparaître. Premier élément. Deuxième élément, la différence entre les faits et le jugement de valeur, même la perception des faits. C'est quoi les faits? C'est qu'il fait chaud aujourd'hui. Ça veut dire la température est à 29 degrés, 31 degrés. Ça c'est clair. Mais la perception, on peut avoir 31 degrés dehors, mais on perçoit qu'on a 20 degrés parce qu'on a la fièvre. Mais quelle est la réalité? C'est la perception des faits ou les faits eux-mêmes? Et je voulais insister sur un élément. Lorsque on met quelqu'un en cause, on convoque quelqu'un au parquet, on convoque quelqu'un à la police, respectez la présomption d'innocence. Ne condamnez personne avant de l'avoir entendu. 2. Dès que vous avez une information, ne la mettez pas sur les réseaux sociaux. Je parle c'est clairement pas des réquisitions d'informations comme ça qui sont balancées dans les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un témoignage à charge, systématiquement, on voit que ce qui est mauvais contre celui qui est accusé. Mais posez-vous la question, celui qui est accusé, est-ce qu'il est réellement coupable? Non, ça c'est trop compliqué. Est-ce qu'il a réellement commis le fait qui lui sont reprochés? On n'est pas encore la crédibilité. 1, 2. Dans quel contexte ces faits ont été posés? 3. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments autour qui auraient pu justifier qu'il puisse commettre l'infraction ou commettre les faits? Donc c'est pour ça que ça paraît un peu philosophique, ce que je dis là-bas. C'est parce que vous avez remarqué que l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes s'attaquent. Vous avez remarqué aussi que chaque fois qu'un ministre est mis en cause, il y a des documents qui sortent. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. J'ai dit seulement, est-ce qu'on peut revenir à la procédure qui dit que lorsqu'on enquête sur quelqu'un, cela soit secret? Qu'on approfondisse les enquêtes, qu'on entende ce qu'il faut entendre, qu'on le fasse de manière confidentielle, et lorsqu'on sort un dossier qui est un procès public, qui soit transparent, qui soit crédible. Parce que l'absence de crédibilité d'un système vient plomber même ce qui est censé être le but du système. Quand les gens n'ont plus confiance à la justice, les gens n'ont plus confiance aux faits, n'ont plus confiance à ce qui se fait, ce qui arrive, c'est que les gens n'y vont plus vers la justice, où il y a même des perceptions de mauvaise attitude de la justice. Donc je crois que je vais finir par là. Pour résumer, restons dans les faits, cherchons les preuves
et fions-nous à ceux qui sont censés apporter les preuves et enquêter. Que les inspecteurs enquêtent, que le parquet approfondisse éventuellement, que les experts finalisent et que les tribunaux qui doivent être saisis soient saisis normalement et qu'après qu'il y ait des procès en bonne et due forme. Rappelez-vous, chers amis, dans l'ancienne chronique qu'on a eue, la première chronique qu'on a eue sur l'inspection générale des finances, on a eu 4 questions que vous aviez posées. Ça prouve l'intérêt que vous avez eu sur la chronique en question. La première question, c'était de savoir est-ce qu'un contrôlé peut contester les conclusions de l'inspection générale des finances? Évidemment, ça dépend de quelle nature de conclusion. Alors, lorsque l'IGF vient en audit, par exemple, évidemment, il y a des voies de contestation. Mais ce qui est important, c'est qu'un audit se fait avec la réponse du concerné, de l'audité, et l'instance qui est saisie pourra décider. Mais en fait, l'IGF propose éventuellement donc on ne peut pas contester une proposition. Ça, c'est une question importante. Mais lorsque l'IGF vient comme OPJ, comme officier de police judiciaire, dans ce cas-là, l'IGF dépend du parquet. Donc l'IGF ne pose pas il y a des actes qu'elle pose en tant qu'OPJ qui sont propres, mais il y a des actes qui peuvent être posés qu'avec le parquet. Donc tous les éléments sont normalement transmis au parquet qui va continuer, soit en terminant le dossier avec le traitement sans suite éventuellement, ou en saisissant le tribunal compétent en cas d'infraction, donc en cas de manquement qui devrait entraîner la mise en place d'une peine, quoi, en général, donc, comme on dit en général. Alors, qui exerce le contrôle sur l'inspection générale des finances? N'oubliez pas d'abord que l'inspection générale des finances dépend du président de la République. Donc c'est lui l'autorité, donc la hiérarchie directe de l'inspection générale des finances. Donc c'est le seul qui exerce le contrôle, n'est-ce pas? Mais en tant qu'agent public, l'IGF, donc les inspecteurs, les agents de l'IGF ont aussi des moyens de contrôle qui leur sont appliqués. Mais aussi le contrôle judiciaire. Donc lorsque quelqu'un, un inspecteur des finances, un inspecteur des finances commet une infraction, il peut être poursuivi par le parquet compétent et en respectant, n'est-ce pas, l'autorisation du président de la République et tout ça. Donc, ils ne sont pas au-dessus de la loi, même si effectivement leurs poursuites sont encadrées. Et justement, c'est normal, hein, parce qu'il ne faut pas laisser comme ça à la vindicte populaire les contrôleurs. Les contrôleurs sont responsables, c'est vrai, mais il faut aussi éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des poursuites qui soient vexatoires, juste pour déranger. Ça, c'est un élément important. Comment est rémunéré l'IGF? Évidemment, comme service public, l'IGF est rémunéré d'abord par les trésors publics. Donc, ils sont payés comme tous les agents publics de l'État, comme les ministres, comme les fonctionnaires et consorts. Et en plus de ça, ils ont une part sur, il y a un pourcentage qui est prévu, lorsqu'il y a un recouvrement, grâce à leur intervention et recouvrement, une partie du recouvrement revient pour le fonctionnement de l'inspection générale des finances. Je ne dis pas que pour rémunérer, c'est pour, voilà, comme part revenant à l'inspection, la quantité qui leur revient. Alors, donc, pour finir, ce qui est important, c'est que dans les textes que j'ai évoqués lors de l'ancienne chronique, il faut ajouter aussi la loi sur les finances de 2011, qui donne aussi des pouvoirs précis à l'inspection générale des finances dans la gestion des finances publiques et au niveau des dépenses et même au niveau des recettes. C'est un peu l'ajout que je voulais faire. Et j'ai dit qu'il faut que vous puissiez encore continuer à proposer des questions, des sujets, s'il le faut, au-delà de la polémique, qu'on reste le plus technique possible sur la terre, qu'on reste sur terre, qu'on soit logique dans ce qu'on fait. Parce qu'on a remarqué, comme vous l'avez remarqué dans la chronique précédente, c'est qu'on est plus dans l'émotion souvent que dans la réalité. Et pour ça, ceux qui décident doivent décider sur base des faits, sur base des données, sur base
des éléments à prouver et non sur base des préjugés. Merci. À la prochaine.